Février 2002. Nous sommes sur le tarmac de l'aéroport de Genève, au pied d'un jet privé prêt à décoller. Les agents de sécurité ne nous diront pas laquelle de ces deux valises coffrets contient ce qu'il reste d'un des plus fabuleux joyaux jamais conçus. Un homme l'accompagne jusqu'à Paris. Eric Nussbaum est un expert en joaillerie, parcourant le monde à la recherche des plus beaux bijoux créés par la maison Cartier. Pour celle-ci, il les rachète et les réunit dans la fabuleuse collection Art de Cartier, exposée dans les grands musées. Mais cette fois, il s'agit d'une pièce qu'on croyait à jamais perdue, le collier du Maharaja de Patiala. Il comportait 2930 diamants, dont le 7e plus gros diamant du monde. Ce collier énorme qui couvre la poitrine d'un homme, ce n'est pas courant. Et je pense bien que c'est le plus grand collier qui ait jamais été fait tout en diamant. Encore qu'étaient sertis dessus 2 rubis qui dépassent ensemble 30 carats et qui portent le caratage du total du collier à plus de 1000 carats. En Inde, les gemmes précieuses sont des symboles du pouvoir des divinités célestes. Et voilà pourquoi elles doivent illuminer les rois. Alors, au Patiala, État sikh du Pendjab, le Maharaja Bhupinder Singh, noyé dans un océan de perles et de pierres précieuses, était bien digne de son titre de Maharaja Iraja, grand roi des rois. En 1928, le Maharaja, accompagné de quelques-unes de ses épouses et d'une douzaine de gardes du corps, s'embarqua pour Paris. Dans ses malles, des dizaines de milliers de pierres précieuses en vrac qu'il comptait faire sertir par les grands bijoutiers parisiens. Il rêvait de nouvelles parures destinées à éblouir les invités d'un grandiose événement qui s'annonçait. À Paris, depuis le début du XXe siècle, la place Vendôme et la rue de la Paix abritaient les plus grands joailliers du monde. Chez Cartier, Eric Nussbaum est l'un des meilleurs connaisseurs de la place et de son histoire. Ils sont arrivés carrément avec des caisses pleines de pierres. Et notamment le Maharaja de Patiala avait tellement de pierres à monter en bijoux qu'il a pratiquement occupé toute la place Vendôme. Il a passé des commandes chez Boucheron parallèlement à celles passées chez nous. Betty Jay conserve les albums consignant tous les bijoux créés par Cartier depuis sa fondation. Le Maharaja arrive avec ses pierres, donc tout sont des montées de pierres qui sont photographiées donc avec donc le fameux De Beers ici, en juillet 28. La mise en fabrication donc ici est du mois d'août et les pièces sont livrées à la fin de l'année. Le Maharaja apporta des milliers de pierres à monter. Les plus belles furent réunies sur le grand collier de cérémonie, photographié sur plaque de verre en taille réelle. Le diamant de Beers, de plus de 234 carats, jaune comme un soleil, était l'astre de ce collier de près de 3000 diamants. Il avait été acquis par le père de Bhupinder, Rajinder Singh. Les autres pierres du Maharaja furent assemblées en une multitude d'autres joyaux. Le dessin de l'autre collier, Voilà. ou plutôt la photo. Enfin, oui. on peut dire les frères jumeaux et en même temps Oui, pas des vrais jumeaux. non, mais dans le même esprit, les Extraordinaire, mêmes ça attaches, aussi, oui. pendentifs. Ça qui est très joli aussi, tout en rubis. Ah oui.
ici. Quel dessin! Rubis et perles. Après avoir pris livraison de sa fabuleuse commande, Bhupindar put se rendre au grandiose événement annoncé, le jubilé de son ami le Maharaja de Kapurthala, prince francophile, qui reconstituait le palais de Versailles dans son minuscule état du Pendjab. À Kapurthala, les festivités du 50e anniversaire de son accession au trône permirent à une douzaine de Maharajas de rivaliser de magnificence en exhibant leurs plus somptueuses parures. Au Pendjab, où il était roi des rois, Bhupindar se devait de remporter la palme. L'écrivain Francis de Croisset, qui assistait à la cérémonie, raconte: il se perd parmi toutes les rivières qui ruissellent sur ses larges épaules. Des gouttes de diamants retombent jusque sur ses yeux. Il est immense, il tient la scène, il résume l'Inde des Rajas. Delhi, capitale fédérale de l'Inde. Tout comme l'India Gate, l'hôtel impérial, inauguré par le vice-roi Lord Wellington en 1933, est l'un des fleurons de l'Inde coloniale. Bhupindar y avait ses habitudes. Le Maharaja prodigue y a laissé un tel souvenir qu'un bar est consacré à sa mémoire, le Patiala Peg. Nous y rencontrons Malvinder Singh, l'un de ses petits-fils. Mon grand-père aimait s'afficher. C'était un grand dépensier. Il aimait collectionner les choses, aussi bien des babioles comme ceci, que des bâtiments, ou encore des voitures. Tout. Il aimait collectionner, y compris les femmes. Le gargantuesque Bhupindar ne collectionnait pas que les bijoux. Ses femmes furent innombrables, qui lui donnèrent en tout 88 enfants, dont 52 fils dans l'ordre de succession. Et les Rolls-Royce, et les meubles de style, et les voyages en Europe. La folie dépensière du roi des rois compromettait les finances de son État, mais il n'en avait cure. Il fallait bien aussi entretenir les différents palais de la cité royale. Le seul entretien du Grand Palais, le Moti Bagh, avec ses 400 mètres de façade et ses 2 hectares de sol en marbre couverts de tapis précieux, engloutissait des fortunes. Il n'était pourtant que l'élément le plus colossal d'un labyrinthe de palais, de pavillons, d'atriums, reliés entre eux par un luxuriant réseau de jardins et de canaux. J'ai grandi à Moti Bagh. Je ne me souviens pas du nombre exact de pièces. Je ne sais pas d'ailleurs si quelqu'un le connaît avec exactitude. Peut-être 500, je ne sais pas. Le domaine s'étendait sur près de 250 hectares. C'était immense, une véritable ville. Nous disposions absolument de tout, de nos propres boutiques par exemple. Nous ne sortions jamais pour acheter quelque chose. Tout était envoyé ici. Ce qui n'était pas disponible, on le faisait venir, que ce soit de Lahore, de Delhi ou de Simla, tout arrivait ici. La cité royale comprenait la vieille forteresse du royaume bâtie au XVIIIe siècle, Kila Mubarak, que le Maharaja s'empressa d'agrandir et d'embellir à sa manière, y accrochant d'innombrables lustres en cristal de Bohême, importés d'Europe et transportés de Bombay à Patiala sur des affûts de canon tirés par des éléphants. La cité royale abritait aussi Shish Mahal, le palais des miroirs, jadis entouré d'eau. S'il était le préféré de Bhupindar, c'est que la vie de fête et de plaisir qu'il y menait s'y trouvait démultipliée,
tout autant que sa propre image, par des milliers de miroirs. Dans la cité royale, oasis de rêve à l'abri de la réalité du monde, le Maharaja collectionnait aussi ses étincelants reflets. Il y avait des centaines de serviteurs, peut-être même 1 millier ou plus. Rien qu'au garage, il y avait 200 chauffeurs. C'était un monde totalement différent. C'est par cette porte monumentale de taille éléphantesque, mais encadrée de délicates arcatures, que Bhupindar sortait quand il daignait se montrer. En 1933, le Maharaja était à l'apogée de son règne lorsque se déroula la cérémonie du premier mariage de son fils aîné, le prince Yadavindra. Il était âgé de 20 ans et déjà il émerveillait Patiala par sa beauté, sa prestance, sa finesse qui tranchait avec la lourdeur de son père. Ce jour-là, il portait le collier de 61 diamants miroirs, fabriqués aussi par Cartier en 1928. Derrière lui, le Maharaja semblait un fardeau qu'il traînait. Tout le poids d'une tradition de faste et d'injustice, symbolisé par le grand collier de Patiala qu'il portait ce jour-là. À Patiala, dans l'actuel palais, Raghuvinder Singh est au service de la famille. Il est chargé des archives et détient toutes les images des fastes d'autrefois. Mon père est entré au service du Maharaja Bhupinder Singh, le grand-père de l'actuel Maharaja, à l'âge de 16 ans. Après la mort de Bhupindar, il est resté au service du Maharaja Yadavindra Singh, en qualité d'aide de camp. Il était officier d'état-major et voyageait à l'étranger chaque année avec lui comme un ami de la famille. On ne sait pourquoi Yadavindra fut si différent de son père. Son enfance fut celle d'un prince, à la mode britannique, partageant son temps entre le sport et l'étude dans le prestigieux Etchison College, le Eton du Pendjab, à Lahore. S'il y devint champion de cricket, il y acquit surtout quelques-unes des qualités qui font les bons rois. À la mort de son père en 1938, Yadavindra lui succéda. 9e Maharaja d'une dynastie fondée en 1691, il héritait les bijoux, les palais, mais aussi, selon la tradition, les femmes et les concubines. Nouveau roi des rois, il héritait en plus, en tant que président de la Chambre des princes, une autorité morale et politique sur tous les Sikhs du Pendjab. Les Sikhs. Reconnaissables à leur barbe et à leur turban dissimulant des cheveux jamais coupés, les adeptes de la tradition religieuse sikh, née au XVIe siècle, sont au Pendjab plus nombreux que les hindous. À la fois bons agriculteurs grâce à la fertilité de la plaine de l'Indus et bons soldats grâce à leur longue tradition de lutte contre les Moghols, puis les Britanniques, les Sikhs ont toujours été fiers de leur identité et de leur prospérité. Dans les années 30, ils rejoignirent en masse les rangs du mouvement national lancé par un ascète à demi nu, le Mahatma Gandhi. Voilà sans doute pour Yadavindra l'héritage le plus lourd à porter, une inquiétude. La crainte de cette conscience qui s'est levée pour fédérer les aspirations d'un peuple à l'indépendance
et qui appelle à la désobéissance civile contre ce qu'elle considère comme les marionnettes de l'oppresseur britannique, les Maharajas. Bien sûr, à Patiala, le Maharaja et sa cour se devaient de sauver les apparences et s'efforçaient de tenir leur rang. On continuait à chasser le tigre, l'une des occupations favorites des Maharajas, plaisir qu'ils avaient coutume d'offrir à leurs invités de marque. Des centaines de rabatteurs et d'éléphants étaient mobilisés pour l'occasion afin d'amener les fauves jusqu'à la portée des fusils. On continuait aussi à jouer au cricket, à disputer d'âpres parties de polo, sport pratiqué en Inde depuis 2 millénaires et demi, mais devenu depuis un siècle l'un des emblèmes les plus sélects de l'art de vivre britannique. Le 7 janvier 1939, on célébra le 26e anniversaire du Maharaja Yadavindra. Mais le cœur n'y était plus. Devant Moti Bagh, là où autrefois se pressaient des centaines d'invités, on ne voit plus qu'une poignée de dignitaires et d'officiers de la garde personnelle du prince. Pour l'occasion, il portait le grand collier qui apparaît ici filmé pour la dernière fois. Ces 2930 diamants jettent en technicolore les derniers feux d'un monde en train de sombrer et ne dissipent pas l'ombre d'une tristesse sur son visage. Quelques mois plus tard, et durant toute la guerre, Yadavindra servirait comme officier dans l'armée britannique. Voici la reine-mère. Elle est très belle. Si les feux du collier allaient bientôt s'éteindre, une autre lumière veillait désormais sur le jeune prince. La très belle Mohinder, sa seconde femme, épousée par amour 1 an plus tôt. Elle avait été éduquée au Queen Mary's College de Lahore, réservé aux jeunes filles de la bonne société du Pendjab, où les professeurs, tous anglais, encourageaient leurs élèves à s'émanciper des traditions féodales. Aux côtés de Yadavindra, la Maharani fut de tous les combats et s'engagea plus tard en politique. C'est ensemble qu'ils affrontèrent les périls. Lorsque je regarde en arrière, je me dis que je n'aurais pas pu avoir une vie meilleure. J'ai apprécié chaque instant de ma vie. Beaucoup de gens me disent « Vous avez tellement perdu ». Mais je n'ai pas de regrets. J'ai apprécié chaque moment. Quels que soient les événements que j'ai traversés, j'ai toujours aimé profondément ma vie. J'ai eu la chance de servir mon pays. J'aurais détesté rester cloîtré dans un palais. Tout ce que j'ai accompli, en fait, a été très valorisant. Delhi, 14 août 1947. C'est devant la porte de Lahore du Fort Rouge que Nehru, premier ministre de l'Inde, prononça le vibrant discours fondateur de l'indépendance, avec ces mots restés célèbres sur l'Inde qui s'éveillait à la lumière et à la liberté. Les débordements d'enthousiasme qui saluaient l'événement dissimulaient mal la tragédie qui se déroulait au nord-ouest du pays. Encouragée depuis des décennies par les Britanniques, la Ligue musulmane avait obtenu la partition de l'Inde et la création du Pakistan. Le nouveau gouvernement se montrait incapable de faire face au désastre de cette partition. Divisé en deux, au cœur du drame, le Pendjab connaissait en cette année 1947 une formidable migration de population dans les deux sens. 12 millions de personnes déplacées, plus d'1 million de morts, tel fut le bilan du plus terrible exode de l'histoire.
Du côté de l'Inde, le chemin des migrants passait par Patiala. Pour Mohinder, la belle Maharani, ce drame était aussi le sien. Elle ne se retrancha pas dans son palais des miroirs. Le peuple de Patiala n'allait jamais l'oublier. Pour la première fois de son histoire, une femme allait compter. Il y a des membres de la famille qui vivaient au Pakistan dont personne n'a plus jamais entendu parler. Par exemple, la sœur de ma grand-mère. Nous ne savons pas s'ils ont été tués ou ce qu'ils sont devenus. Des horreurs se sont produites des deux côtés. Les tueries ont commencé au mois de mars. Nous étions encore un État indépendant. Mon mari a invité les gens à venir. Il leur a dit que son État leur était ouvert. C'est ainsi que 60 000 réfugiés sont arrivés dès le mois de mars. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à organiser des camps. Puis une chose en amenant une autre, l'indépendance est arrivée 6 mois après. D'autres événements ont eu lieu par la suite, comme les très nombreux enlèvements de jeunes filles de part et d'autre de la frontière. Le gouvernement indien a mis en place un comité destiné à retrouver les femmes enlevées. Ça a duré 6 ans. Les jeunes filles enlevées étaient vendues comme du bétail. Certaines sont revenues avec 2, 3, 4 enfants. Nous avons renvoyé 28 000 jeunes filles au Pakistan et nous en avons fait revenir 16 000. Le 21 juin 1948, Lord Mountbatten, le dernier vice-roi des Indes, fit ses adieux. Sans doute partait-il avec le sentiment du devoir accompli. Satisfait d'avoir réglé l'accession à l'indépendance en un temps record, il ne mesurait pas à quel point cette précipitation avait été la cause d'un des plus grands drames humains de l'histoire. Et c'est alors que les Anglais quittaient le joyau de leur empire que l'on vit le collier de Patiala pour la dernière fois. J'ai vu mon père porter ce collier, oui, une seule fois. Il sortait de Motibag, nous étions à l'étage et nous l'avons vu partir en voiture. Je l'ai vu de là-haut, en grand apparat, oui. Je pense que c'était en avril 1948. Oui, je l'ai vu seulement une fois. Avril 1948, 2 mois avant le départ de Lord Mountbatten. Yadavindra porta son grand collier de cérémonie, lourd symbole de sa puissance, jusqu'au dernier jour de l'Ancien Monde. Alors qu'une page de l'histoire était définitivement tournée, le plus extraordinaire joyau du monde allait disparaître durant 50 ans. Désormais, sur les portraits officiels, Yadavindra, devenu simple Raj Pramukh, gouverneur, ne portait plus le collier. Il est devenu gouverneur en 1948 et l'est resté jusqu'en 1956. J'étais petit. C'était l'été 1948 et je me vois encore en train de regarder par la fenêtre mon père qui marchait dans le jardin. J'ai demandé à notre gouvernante, Sister Welsh, « Pourquoi papa tourne en rond comme ça ?» Je devais avoir 4 ans et demi. Pourquoi fait-il les 100 pas ainsi? Elle m'a répondu, aujourd'hui il est gouverneur. Il n'est plus le Maharaja. Il est gouverneur du Pepsu. Le Pepsu était une nouvelle entité territoriale, regroupant le Patiala et le Pendjab oriental. Yadavindra accepta alors d'échanger son trône contre un siège plus sobre et collabora désormais loyalement avec le gouvernement central. C'était un homme hors du commun, un homme qui parlait peu, mais qui était extrêmement érudit. Il avait une très forte personnalité. Le genre d'homme que l'on ne peut pas croiser sans le remarquer. Pour Yadavindra et son épouse, une nouvelle vie commençait. Mohinder dirigeait des associations féminines et d'aide sociale. Mais quel sentiment Yadavindra, l'héritier d'une longue lignée de princes, éprouvait-il? Se sentait-il libéré d'un fardeau? Ou craignait-il de perdre plus encore que ce qu'il avait déjà perdu?
Les deux sans doute. Mon père ne s'intéressait pas... Il avait des goûts très simples. Il ne s'intéressait pas aux bijoux, ni aux voitures de luxe, aux Rolls-Royce. Il détestait les Rolls-Royce d'ailleurs. Il n'aimait pas ce qui était voyant. Il n'a jamais aimé s'afficher, et ce jusqu'à sa mort en 1974. Au contraire, il aimait les choses simples, très simples, rien d'ostentatoire. Le nouveau rôle de Yadavindra dans l'État indien ne présentait que des avantages pour le judicieux Nehru. Yadavindra n'était plus un Maharaja régnant, certes, mais presque. Et il semblait suffisamment princier pour l'ajouter au parcours des hôtes de marque, ici le maréchal Tito, telle la délicieuse et passagère illusion d'une féerie des Indes d'antan. Comment savoir si Yadavindra se sentait humilié d'avoir à jouer ses utilités? Mais le coup de grâce vint quand le gouvernement d'Indira Gandhi, la fille de Nehru, abolit ce qu'il restait de privilèges au Maharaja. Le Maharaja de Patiala devint Monsieur Singh. Son fils aîné, le capitaine Amarinder, chef actuel de la maison royale de Patiala, se souvient de sa réaction d'alors. Mon père, en fait, est l'un des rares princes qui, lors de la fusion des États princiers, ne s'est pas opposé à l'abolition des privilèges. Il est l'un des seuls à avoir essayé de convaincre les autres d'éviter la confrontation et de parvenir à un accord. Durant cette période d'une politique défavorable aux anciens princes, beaucoup d'entre eux, incapables d'entretenir leurs propriétés, se virent contraints de les abandonner. Yadavindra, quant à lui, dès le début des années 60, fit don de ses palais à la nation et fit construire le New Moti Bagh, dont il avait dessiné lui-même les plans et les jardins. Lorsque nous avons emménagé ici, nous avons eu l'impression d'étouffer. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Le bâtiment où nous sommes aujourd'hui correspond à une aile du palais où nous habitions, mon frère et moi. Ce n'était qu'une aile, et il y en avait 14. C'était minuscule en comparaison. Mais les temps ont changé. Mon père a construit ce qu'il pensait à l'époque être un petit palais. Et ce petit palais est aujourd'hui un immense palais, dans le contexte actuel. Oui, ce fut un grand changement. La voici aujourd'hui, la porte de l'ancien palais, encadrée de ces fines arcatures par laquelle les Maharajas, autrefois, sortaient jucher sur leurs éléphants. Aujourd'hui, le public visite les palais transformés en musées. En 1964, le mariage du fils aîné de Yadavindra, Amarinder, avec la princesse Prenit, fut marqué par une grande simplicité. Une seule voiture et ses guirlandes d'œillets suffirent, là où autrefois était exigée une procession d'éléphants somptueusement harnachés. Les costumes étaient plus sobres et les hommes ne portaient plus aucun bijou. Les propriétaires de bijoux avaient intérêt à ne pas les montrer, car les objets de prix étaient immédiatement déclarés constitutifs du patrimoine national. C'est à cette époque qu'un grand nombre de joyaux se retrouvèrent en Europe, dans les salles de vente et chez les joailliers. Que restait-il dès lors à Yadavindra, sinon quelques parfums des fastes d'antan, vite dissipés lors de séjours nostalgiques sur les Rivieras européennes où l'on s'acharne à s'amuser encore. Il n'était plus gouverneur, se sentait inutile et dissimulait mal son ennui.
Il voulait encore servir l'Inde. Alors, Indira Gandhi, pour le récompenser de son attitude non hostile, lui accorda la représentation de l'Inde à l'UNESCO, puis quelques ambassades en Europe, aimable villégiature où il semblait glaner encore quelques plaisirs de cour. Lui qui aimait tant les fleurs, c'est dans son ambassade fleurie de La Haye que la mort le surprit en 1974. La mort soudaine de Yadavindra fut un grand choc à Patiala, dont le palais semblait avoir perdu son âme. Il est probable que ce soit à cette date que le collier quitta ses murs. Que devint-il précisément? Que sont devenus ces bijoux, cette pièce en particulier dans ces années-là? Je ne sais pas. Ce qu'elle est devenue, pourquoi et comment elle a refait surface, je n'en sais rien. Tout ce que je pourrais dire ne serait que conjecture. À une date qu'il ne nous révélera pas, Eric Nussbaum, le chercheur de trésors, retrouva le collier à Londres, ou du moins ce qu'il en restait, ses chaînes de platine. Souci de discrétion et secret professionnel l'oblige naturellement à rester vague sur les conditions de ce qui, pour lui, demeure la plus extraordinaire découverte de sa carrière. J'avais entendu parler qu'il avait été proposé chez des diamantaires à Genève. Et petit à petit, j'ai pu remonter le chemin qui m'a amené à Londres. Et après, se sont entamées de assez longues discussions parce que les marchands hindous commencent les tractations toujours très très haut. La négociation avec les marchands hindous finit par aboutir et Eric Nussbaum put racheter ce qu'il restait du joyau pour la collection art de Cartier. Bien sûr, j'ai été fasciné de retrouver ce collier dont j'avais vu les images dans les archives, dans les livres, etc. Et je me suis posé la question, ce qu'on pourrait en faire. Et de le restaurer était une première idée. Comment, ça, c'était une autre question. Si petit à petit, on peut éventuellement trouver les pierres d'origine. Le pendentif, puisqu'il contenait des pierres majeures, je pense que la monture a été perdue. Nous avons tout fait pour trouver la monture du pendentif original, mais malheureusement sans succès. Donc c'est la tâche de notre atelier de se plonger dans l'esprit des années 20 et de travailler ce collier d'après les photos, mais aussi d'après les chaînes qui subsistent. Chez Cartier, tout le savoir-faire des artisans joailliers fut requis pour reconstituer le collier à l'identique en retrouvant les techniques anciennes. Il fallut aussi tailler une multitude de diamants. Un travail minutieux et considérable, mis en œuvre par Eric Nussbaum avec la passion d'un amoureux des bijoux et des pierres précieuses, mais aussi l'acharnement d'un archéologue qui tient à faire revivre une civilisation perdue. Il savait que le collier deviendrait la pièce maîtresse de la collection qu'il réunissait, mais pour cela, il lui manquait encore l'essentiel. À Genève, en 1982, fut mis en vente chez Sotheby's l'un des plus beaux et des plus gros diamants du monde, le De Beers. Dans ce pays où jamais ce genre de secret de famille et d'argent ne s'évente, le diamant soleil était sobrement présenté comme étant la propriété d'un gentleman. Alors, ils disent le 5e plus grand,
avec un point de 234,65. Le prix figurait sur une feuille à part qui indiquait entre 6 et 9 millions de francs suisses, donc ce qui correspond environ à 4,5 millions de dollars en 82. Les enchères n'ayant pas atteint le minimum exigé, le De Beers fut retiré de la vente. Il dormirait encore dans le coffre d'une banque suisse. Quoi qu'il en soit, hors de portée d'Eric Nussbaum, celui-ci décida de le reconstituer le plus fidèlement possible. C'est à peu près le... C'est impressionnant, impressionnant. J'avais pensé travailler avec des pierres naturelles. Super, super. Mais pour les plus grandes, elles manquent vraiment trop de brillance. Alors nous avons eu recours à ces pierres synthétiques pour rendre l'éclat qui était vraiment celui d'origine. Quant à l'authentique De Beers, à quel gentleman appartient-il aujourd'hui? Je peux vraiment pas vous dire avec précision, et je ne le dirai pas, qui sont les propriétaires actuels. Patiala. L'homme qui est dans cet hélicoptère est l'un des plus puissants de l'Inde. En 2002, au terme d'un processus démocratique, il est devenu chef du gouvernement du Pendjab, un État qui, grâce à ses agriculteurs et à ses industriels sikhs, est le plus riche du pays. Fils de Yadavindra, petit-fils de Bhupindar, le chef du gouvernement n'est autre que le capitaine Amarinder. Certains l'appellent encore Son Altesse le Maharaja Amarinder Singh de Patiala. Ce membre influent du Parti du Congrès, ancien député, ancien ministre des Finances du Pendjab, profondément impliqué dans le gouvernement et le développement de l'Inde, montre avec quelle intelligence la famille royale de Patiala a su affronter les aléas de l'histoire et s'adapter au temps moderne. Si dans l'Inde démocratique il n'y a plus de signes distinctifs depuis l'abolition des privilèges, le capitaine Amarinder est toujours considéré comme le Maharaja par ses concitoyens. Lui et son épouse, la Maharani, reçoivent l'hommage qui est dû à une famille royale. Pour une personne comme moi, l'entrée en politique a été une chose naturelle, presque automatique. Mon père a été Maharaja pendant 10 ans. Lorsque les États ont fusionné, il est resté gouverneur du Pepsou pendant 10 ans. Et ensuite, mes parents ont continué à faire tous les deux de la politique. Ma mère était membre du Parlement, mon père faisait partie du corps législatif de l'État. Lorsque j'ai quitté l'armée, j'ai pris l'habitude de les aider, de leur apporter mon soutien. J'ai attrapé le virus, comme on dit. Et puis, vous entrez dans le système. La passion grandit en vous. Vous vous y intéressez. Je considère cela comme une continuité, il n'y a rien de différent. Je n'ai jamais songé à faire autre chose. Ça coulait de source. C'est juste quelque chose dont j'ai hérité. À Patiala, comme dans le reste du Pendjab, le chef du gouvernement est un homme surchargé de travail, de rendez-vous, d'audiences, de rencontres avec la population. Fidèle aux conceptions de ses parents quant au rôle des femmes dans la famille, c'est avec la collaboration de son épouse qu'Amarinder exerce aujourd'hui une bonne part de ses fonctions. Ce jour-là, le couple se rend à un meeting consacré aux problèmes agricoles du Pendjab. Immediately transmit. It's only based on fat, no? Based on fat. Protein, SNF. Only based on fat.
Le Pendjab est un État agricole, mais nous devons passer à une économie industrielle. Aujourd'hui, le monde n'est plus qu'un petit marché et il n'est plus possible de survivre dans une seule économie agricole. Nous voulons donc développer l'industrie aux côtés de l'agriculture naturellement, car la population du Pendjab est à 70% rurale et à 30% urbaine. L'agriculture continue de jouer un rôle important. Nous avons évité au pays de mourir de faim lors de la Révolution verte en 1966. Si le Pendjab ne représente que 2% du territoire et moins de 2% de la population, il a contribué à cette époque pour 55% à l'alimentation du pays. Le Pendjab a donc un rôle important à jouer. Si le chef du gouvernement est un homme très respecté au Pendjab, c'est aussi que ses concitoyens n'oublient pas son attitude lors des tragiques événements du Temple d'Or à Amritsar en 1984. C'est ici, dans ce haut lieu de la religion sikh depuis 4 siècles, que l'on conserve l'original de l'Adi Granth, le livre sacré des Sikhs, rédigé par les premiers prophètes. Affirmant un monothéisme rigoureux, la religion sikh refuse en théorie le système des castes et reconnaît l'égalité des hommes et des femmes. Le temple sikh est ouvert sur ses 4 côtés pour indiquer que chacun est ici le bienvenu, quelle que soit sa religion. Mais depuis longtemps, un parti d'extrémistes revendiquait violemment la création d'un État sikh séparé. Menacé d'arrestation, un groupe d'hommes puissamment armés se retrancha dans le temple. Au début de juin 1984, Indira Gandhi, le Premier ministre, donna son feu vert à l'opération Blue Star, l'assaut du lieu sacré pour en finir avec les séparatistes. L'opération, qui se solda par un bain de sang, souillant aux yeux des Sikhs le temple sacré, fut publiquement condamnée par Amarinder, pourtant membre du parti des Gandhi. J'étais membre du Parti du Congrès, j'étais membre du Parlement. Mais en 1984, lors de l'opération Blue Star, j'ai démissionné car je n'étais pas d'accord avec cette politique. Je suis profondément convaincu que les conflits politiques doivent se résoudre par la voie politique. La confrontation religieuse ne fait qu'aggraver les tensions, cela ne résout rien. J'ai appris que les troupes avaient pris d'assaut le Temple d'Or et j'ai pensé que c'était suicidaire. C'était un suicide politique. Les faits m'ont donné raison parce que c'était une mauvaise décision. Le 31 octobre de la même année, Indira Gandhi fut assassinée de plusieurs rafales de mitraillettes par ses propres gardes sikhs. Blue Star, le nom de code de l'opération militaire qu'elle avait ordonnée, sonne comme un nom de diamant. Savait-elle que pour les Maharajas du Pendjab, les diamants bleus ont la réputation de porter malheur? J'ai eu le sentiment que c'était une grave erreur. Elle a commis une faute et elle en a payé le prix. Elle et toute sa famille. Raninder, le fils et l'héritier du capitaine Amarinder. Pour des raisons de sécurité, il ne voyage jamais avec son père, sauf lors des campagnes électorales où toute la famille participe aux combats politiques. La dynastie des Patiala n'est pas près de s'éteindre. Quant à la Maharani Pranit Kaur, elle est aujourd'hui députée au Parlement national. Les gens me disent ce qu'ils pensent parce que moi, je suis beaucoup sur le terrain. Lui, il faut qu'il gouverne tout le Pendjab. Moi, je n'ai qu'une circonscription, donc je vais davantage sur le terrain. Quoi que me disent les gens, ce qui manque, ce qui ne va pas, ce qui fonctionne bien, mon rôle, c'est de le lui répéter. Je pense que chaque membre élu a le devoir de lui transmettre ces informations.
Vous constaterez que nous, les Punjabis, nous avons une approche beaucoup plus sociale pour tout. Nous devons gagner le respect des gens. Vous pouvez aller dans n'importe quel village, n'importe quelle ville. Vous verrez que la famille de Patiala est très respectée. Nous sommes la première famille du Pendjab, que nous soyons dans la politique ou pas. Je suis fier d'appartenir à une famille royale. Mais je ne pense pas que cela me donne le droit, ni à personne d'autre d'ailleurs, de m'en glorifier. Nous devons faire les choses à notre manière, comme nous le sentons. Vous savez, on ne peut pas exiger le respect comme cela. On peut seulement inspirer le respect, à condition de montrer soi-même le bon exemple aux autres. Jusqu'à présent, notre famille a réussi à faire cela, et j'en suis très fier. Tout comme la famille royale de Patiala, le grand collier a survécu. Après un demi-siècle enfoui dans l'ombre, le voici qui remonte à la lumière. Ce jour-là, chez Cartier à Londres, Eric Nussbaum le présente au public. Il entamera ensuite une tournée dans les grandes capitales. Il a survécu. Il est tout aussi beau, mais il n'est plus le même. Il lui manque le plus rare, et d'une certaine façon, ce qui, au temps de l'Inde féodale et des Maharajas, était le plus injuste et le plus scandaleux, les véritables plus grosses pierres et le vrai de Bers, l'un des plus précieux diamants du monde. Je ressens avant tout un grand respect pour le travail qui a été fait dans les ateliers de Paris, notamment la monture des Bers, puisqu'il est très profond. Il fallait faire une monture exceptionnelle du fait que je désirais que vraiment la pierre soit la réplique exacte des Bers, qui a une grande profondeur. Le devoir accompli serait naturellement celui-là, si je pouvais remplacer toutes les pierres, maintenant petit à petit, par les vraies. Les remplacer par les vrais, un rêve. Ce serait comme vouloir rétablir tout le faste et les privilèges des princes d'autrefois. Eric Nussbaum a voulu venir au moins respirer les parfums de Patiala, parler de bijoux aux descendants du Maharaja qu'il avait tant fait rêver. The Smithsonian also Cartier the blue Pope diamond. Yes. Okay, so we presented. Very nice. It's a beautiful necklace. It's a magnificent necklace. Yes. Not just beautiful. It's to give back the magnificence of this. Du collier qui symbolisait autrefois leur pouvoir, Eric Nussbaum ne leur rapporte plus que des photos. Able to see a historic piece as it was. Your Royal Highness. Welcome. Nice Thank to meet very you. much. How are you? Thank you. You know what I've done? I have ordered lunch so we can sit. And You must can be talk. exhausted. My sister was in school. They had a treat. Rencontre courtoise, mais quasi silencieuse, entre un homme passionné de joyaux et de pierres précieuses et un autre qui semble s'en être détaché pour des préoccupations plus essentielles. Today's son is getting married to Sunny's daughter. Vous savez, mon problème majeur aujourd'hui, c'est qu'il y a environ 240 000 jeunes qui chaque année fêtent leurs 16 ans et ne trouvent pas de travail. Ma priorité, c'est de créer suffisamment d'emplois pour ces jeunes.
C'est un problème qui va en s'aggravant. La population est actuellement de 22 millions et croît à un rythme de 2%. Il y a donc 440 000 enfants qui naissent aujourd'hui et qui, dans 16 ans, auront l'âge de trouver un emploi. Si le Pendjab ne fait rien, nous risquons de connaître de grosses difficultés. Mais mon grand espoir, c'est le développement industriel et le passage d'une agriculture traditionnelle à une agriculture plus moderne, industrialisée. Tandis que le capitaine Amarinder se bat pour le développement de son État, le collier de Patiala court le monde et continue de fasciner les foules. Tous deux rayonnent encore de l'éclat d'un passé de rêve. Et l'un comme l'autre sont le fruit d'une remarquable restauration. Tel apparaît le capitaine Amarinder, Maharaja restauré dans les simples habits d'un homme d'État d'aujourd'hui.